30 milliards de dollars, c'est ce que la Coupe du Monde 2026 devrait injecter dans l'économie américaine. 185 000 emplois créés, des millions de supporters du monde entier dans les stades. Le plus grand événement sportif de la planète organisé sur le sol américain. C'était la promesse. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Les hôtels annulent leurs blocs de chambres. Les visiteurs internationaux ne viennent pas. Les projections s'effondrent semaine après semaine. Et pendant ce temps, le pays hôte est en guerre. Les supporters craignent de se faire arrêter à la frontière. Et la FIFA, elle, remet un prix de la paix à celui qui a tout déclenché. Personne ne vous dit vraiment ce qui se passe. Aujourd'hui, on va tout mettre sur la table. Je suis à Pénico. Abonne-toi maintenant et active la cloche. Pour comprendre ce qui se passe, il faut d'abord poser le contexte international. Les États-Unis sont aujourd'hui engagés dans un conflit armé avec l'Iran. Un pays qui, par un paradoxe saisissant, est directement concerné par la Coupe du Monde. À cela s'ajoutent des restrictions de voyage imposées par Washington à plusieurs autres nations dont les équipes et les supporters étaient censés traverser l'Atlantique pour assister au tournoi. Ce n'est pas une situation ordinaire. Jamais dans l'histoire moderne du football mondial, un pays hôte n'a organisé une compétition internationale de cette envergure en étant simultanément engagé dans un conflit armé. C'est une première et elle est loin d'être anodine. Les déclarations successives sur une résolution imminente du conflit, répétées avec une régularité mécanique, n'ont convaincu personne. Les marchés ne s'y trompent pas, les voyageurs non plus. L'incertitude géopolitique, qu'elle soit réelle ou perçue, suffit à paralyser les flux touristiques internationaux. Et les chiffres commencent à en témoigner de façon brutale. Le tourisme américain, une hémorragie silencieuse. Les données sont là, publiées par le National Travel and Tourist Office, département officiel du commerce américain. Entre octobre 2024 et 2025, les arrivées internationales aux États-Unis ont enregistré des baisses consécutives d'une année sur l'autre. Et il ne s'agit pas seulement de voyageurs canadiens ou américains, froissés par des intentions bilatérales. Les reculs concernent l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Inde, le Vietnam, les Philippines, autrement dit, l'ensemble des marchés émetteurs traditionnels de tourisme et les États-Unis. L'US Travel Association prévoit désormais un déficit commercial touristique avoisinant les 70 milliards de dollars pour l'année 2025. 70 milliards dans une industrie qui pèse plus de 1000 milliards de dollars pour l'économie américaine. Le tourisme, secteur discret mais international, est en train de saigner. Et les signaux d'alerte se multiplient. Las Vegas, symbole mondial du divertissement et de l'affluence, affiche des taux d'occupation inhabituellement bas. La Floride enregistre des baisses de fréquentation significatives. Ce n'est pas un phénomène localisé, c'est une tendance nationale. Plusieurs acteurs structurels alimentent cette désaffection. La taxe dite d'intégrité des visas, fixée à 250 $, représente un obstacle financier réel pour des millions de voyageurs potentiels. La proposition d'exiger la communication de l'historique complet des réseaux sociaux pour certains demandeurs de visa introduit une dimension de surveillance perçue comme intrusive et dissuasive. Le PDG de l'US Travel Association l'a dit publiquement lors du sommet 2026 de l'investissement hôtelier en janvier. Ces politiques freinent concrètement le tourisme. Antonio Capuano, PDG de Marriott, l'une des plus grandes chaînes hôtelières mondiales, a été encore plus direct. Les États-Unis ne sont tout simplement plus perçus comme un pays accueillant. Les inquiétudes des voyageurs concernant les procédures douanières et l'immigration sont devenues des obstacles majeurs. La demande d'hébergement aux États-Unis pendant le tournoi devrait augmenter le revenu par chambre disponible de seulement 1,2% en juin et 1,5% en juillet. Des chiffres en recul notable par rapport aux estimations établies quelques semaines auparavant qui tablaient déjà sur une hausse décevante de 1,7%. Pour mettre ces données en perspective, lors de la Coupe du Monde 1994, également organisée aux États-Unis, l'impact hôtelier avait été 4 fois supérieur. Arika, vice-président senior de l'organisation commerciale chez Pivot Hotel and Resorts, résume l'état d'esprit général du secteur. L'optimisme d'il y a 3 mois a largement disparu. Ce n'est pas un signal faible, c'est une révision majeure des perspectives formulées par des professionnels dont c'est le métier d'anticiper. La FIFA elle-même aurait commencé à annuler des blocs de chambres réservés. Les premières informations disponibles indiquent que certains hôtels confrontés à des taux de remplissage décevants ont déjà commencé à baisser leurs tarifs. Alan Ford, professeur au Rosen College of Hospitality Management de l'Université de Central Florida, l'a formulé avec une clarté chirurgicale. Les billets se vendent principalement à des clients domestiques. La grande question et la grande incertitude portent sur les visiteurs internationaux. Or, ce sont précisément les visiteurs internationaux qui font la différence économique. Ils dépensent plus, restent plus longtemps, consomment davantage de services et contribuent de manière disproportionnée à l'économie locale des villes hautes. Les pertes n'est pas un ajustement marginal, c'est une rupture de modèle. Au-delà des questions géopolitiques et des flux touristiques, il faut aborder un autre problème fondamental, l'accessibilité financière de ces
cette Coupe du Monde pour les supporters ordinaires. Les chiffres qui circulent sont proprement hallucinants. Les prix hôteliers à proximité du MetLife Stadium dans le New Jersey, qui accueillera notamment la finale, atteignent jusqu'à 8 500 $ la nuit pour les établissements hautes de gamme. Même les établissements de milieu de gamme multiplient leurs tarifs à 2 ou 3 pendant les nuits de match. Le Red Roof Inn à Secoso, qui affiche normalement environ 173 $ la nuit, un week-end de printemps, facturera jusqu'à 400 $ pendant le match. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. S'ajoutent à cela des coûts de transport en flèche. Dans certaines zones, les prix ont été multipliés par 7. La situation autour du New Jersey Transit est particulièrement révélatrice des contradictions de cette organisation. Le réseau ferroviaire régional, qui devait transporter 40 000 supporters par match, se retrouve face à une facture estimée à 48 millions de dollars. 46 millions de dollars que la FIFA ne financera pas un centime. Et pendant ce temps, la FIFA s'apprête à générer 11 milliards de dollars de revenus grâce à cette édition. Un billet pour la finale peut atteindre 10 000 $ à la revente. L'organisation sportive la plus rentable du monde demande aux contribuables du New Jersey de financer l'infrastructure qui rendra son tournoi possible. C'est un modèle économique qui mérite d'être nommé clairement. La privatisation des profits et la socialisation des coûts. La question qui se pose inévitablement est celle du rôle de la FIFA dans tout cela. Une organisation qui se présente comme le garant universel du football, dont la mission affichée est de développer ce sport dans le monde entier et d'en faire un vecteur de paix et d'unité entre les peuples. Or, face aux restrictions de voyage qui empêchent ou découragent les millions de supporters de se rendre aux États-Unis, face aux opérations d'émigrement qui génèrent une anxiété réelle chez des voyageurs venant du monde entier, à tel point que la FIFA aurait envisagé de demander une limitation des contrôles pendant le tournoi pour rassurer les fans face à l'instabilité politique manifeste du pays hôte. La position officielle de l'organisation a été la complaisance. La création d'un prix de la paix FIFA remis au chef de l'exécutif américain, alors même que le pays était engagé dans des opérations militaires en Iran et menaçait ses voisins immédiats, dont 2 organisateurs du tournoi, résume assez bien l'orientation choisie. Ce n'est pas de la diplomatie sportive, c'est de la politique de l'alignement. Les supporters, eux, n'ont pas voix au chapitre. Ce sont pourtant eux qui achètent les billets, remplissent les stades, regardent les matchs, génèrent les droits télévisés qui alimentent les revenus de la FIFA. Ce sont eux qui font vivre ce sport et ce sont eux qui aujourd'hui se retrouvent confrontés à des instituts de visa, à des tarifs prohibitifs et à un climat d'accueil que les propres professionnels du tourisme américain qualifient d'hostile. À moins d'un an de l'ouverture du tournoi, le tableau d'ensemble est donc celui-ci. Un pays hôte en guerre, des flux touristiques en recul sur pratiquement tous les marchés internationaux, un secteur hôtelier qui révise ses projections à la baisse et commence à annuler des réservations, des coûts de transport et d'hébergement qui excluent de facto une large partie des supporters potentiels et une organisation sportive mondiale qui a choisi de ne pas exercer le poids qu'elle aurait pu mobiliser. L'impact économique de 30 milliards de dollars promis, la création de 185 000 emplois, le rayonnement international qui devait apporter cet événement, tout cela repose sur une hypothèse fondamentale que les données actuelles remettent sérieusement en cause. Que des millions de supporters internationaux se déplacent effectivement aux États-Unis pour vivre cet événement en direct. Cette Coupe du Monde n'est pas encore perdue. Les tournois de football ont cette capacité remarquable à transcender les contextes et créer des moments d'émotion collective qui défient la logique politique. Mais les conditions de son succès, accessibilité, sécurité perçue, stabilité politique, ouverture internationale sont aujourd'hui fragilisées par des choix qui n'ont rien à voir avec le football. Et c'est précisément là où réside le paradoxe fondamental de cette situation. Le plus grand événement sportif du monde est en train d'être mis en difficulté, non pas par des problèmes organisationnels ou logistiques, mais par la géopolitique, par des décisions prises dans des salles qui n'ont aucun rapport avec un terrain de football. L'histoire jugera comment les acteurs responsables, politiques, institutionnels, sportifs auront géré cette période. Pour l'instant, ce sont les supporters qui en paient le prix. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonne-toi maintenant et active la cloche de notification pour ne rien manquer le prochain décryptage.